Quand on quitte son pays pour aider une famille étrangère, on ne s'attend pas à revenir détruite. Cette histoire raconte ce qu'on ne dit jamais dans les contrats de travail à l'étranger, les silences, les regards qui changent et les frontières qu'on traverse sans passeport. Avant de commencer cette histoire incroyable, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire. Camille n'avait jamais quitté la France. À 27 ans, elle vivait encore à Reims, dans un petit studio qu'elle louait avec difficulté malgré 2 petits boulots. Quand elle vit l'annonce sur un site de garde d'enfants à l'étranger, elle hésita à peine. Famille française vivant à Munich cherche jeune fille sérieuse pour s'occuper d'un enfant de 3 ans. Logée, nourrie, rémunérée 900 € mois. C'était plus que ce qu'elle gagnait ici, et l'idée de respirer un autre air, même pour quelques mois, lui semblait presque vitale. La famille lui téléphona 2 fois, des échanges polis, rassurants. La mère, Juliette, parlait vite, organisait tout. Le père, Marc, ne dit presque rien. « C'est moi qui gère les enfants », avait dit Juliette en riant. Camille fit sa valise un matin pluvieux de mars. Sa mère lui donna une écharpe, pour ne pas attraper froid là-bas. Son père resta silencieux. Il n'avait jamais vraiment validé son départ. Quand elle arriva à Munich, Juliette l'attendait à la gare, souriante, élégante. Une Audi noire garée non loin. L'appartement était spacieux, moderne, froid dans ses lignes, mais propre. La petite, Anna, avait des boucles blondes et une voix haute. Elle ne parlait pas beaucoup, mais semblait calme. Les premiers jours furent rythmés et stricts. Camille devait se lever à 6h30, préparer le petit déjeuner, accompagner Anna à l'école Montessori, revenir faire le ménage, préparer le repas du midi. Puis de nouveau chercher Anna, l'occuper l'après-midi, dîner en famille et coucher l'enfant. Juliette lui disait souvent « Tu es comme une grande sœur ici, mais avec plus de responsabilités. » Le salaire n'arrivait pas. « Petit souci de virement international », avait dit Marc un soir. Puis, on réglera tout ensemble fin du mois. Camille nota, mais ne s'inquiéta pas tout de suite. Elle ne voulait pas paraître méfiante. Les semaines passaient. Elle ne sortait presque pas. N'avait pas de clé de l'appartement, pas de contrat signé non plus. On fait ça à la confiance, Camille, avait dit Juliette. Et puis Marc devint plus présent. Il commença à rentrer plus tôt, à proposer des cafés en fin d'après-midi, à poser des questions sur sa vie, sur ses relations. « Tu es belle, tu sais, c'est rare les filles simples, naturelles. » Elle riait nerveusement, changeait de sujet. Mais il insistait, et Juliette semblait absente, ailleurs, distante. Un matin, alors qu'elle sortait de la douche, elle croisa Marc dans le couloir. Il ne détourna pas le regard, et ce qu'elle lut dans ses yeux, ce n'était plus de la politesse. Les jours suivants, Camille tenta d'éviter Marc autant que possible. Elle descendait plus tôt dans la cuisine, mangeait rapidement, prétextait la fatigue pour se coucher avant leur retour. Mais malgré ses efforts, les moments seuls avec lui devinrent inévitables. Un jour, il insista pour la raccompagner à l'école. Un autre, il resta à table plus longtemps, posant des questions banales, glissant parfois un commentaire trop personnel. Jamais assez clair pour qu'elle puisse l'accuser, mais toujours assez dérangeant pour l'alerter. Elle tenta d'en parler à Juliette, maladroitement. Mais la réponse fut froide, presque agacée. « Marc est très gentil avec toi, Camille. Tu devrais être reconnaissante. Tu sais, beaucoup de filles aimeraient être à ta place. » Ce jour-là, Camille sentit quelque chose se briser. Elle comprit qu'elle était seule. Le virement n'était toujours pas arrivé. Lorsqu'elle demanda des précisions, Juliette se ferma complètement. « Tu es logée, nourrie, et on te donne une expérience à l'étranger. Tu devrais voir ça comme un échange culturel. » Camille pensa à partir. Mais comment? Elle n'avait plus d'argent. Son téléphone avait été abîmé dans une chute quelques jours plus tôt et ne tenait plus la charge. Elle n'osait pas appeler ses parents. Elle avait trop honte. Un soir, après avoir couché Anna, elle redescendit pour boire un verre d'eau. La cuisine était sombre, mais une lumière filtrait du salon. Marc était là, seul, buvant un whisky. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il. Elle répondit brièvement, posa son verre, prête à remonter. Mais il s'approcha.
Tu te sens bien ici, Camille, vraiment bien? Il posa une main sur son bras. Elle recula. Je suis fatigué. Bonne nuit. Elle monta, ferma sa porte à clé. Pour la première fois, ce soir-là, elle pleura longtemps, étouffée sous la peur, la colère et un étrange sentiment d'impuissance. 2 semaines plus tard, Camille vomissait chaque matin. Elle mit ça sur le compte du stress. Mais les jours passèrent et le retard devint trop flagrant. Elle emprunta un test de grossesse à la pharmacie du quartier, sans oser parler allemand. Elle paya en liquide avec ce qui lui restait. Le résultat fut sans appel, positif. Elle resta assise sur le rebord de la baignoire pendant 1 heure entière, incapable de bouger. Quand elle annonça qu'elle partait, Juliette ne posa pas de questions. Elle semblait soulagée. Dommage, Anna t'aimait bien, mais ce n'est pas un métier pour les sensibles. Camille ne répondit pas. Elle prépara sa valise. Cette fois, pas sous la pluie, mais sous un ciel vide. Elle n'avait pas de billet retour. Marc n'était pas là. À la gare, elle regarda son reflet dans la vitre du train. Elle ne se reconnaissait plus. Le voyage vers Reims fut long, silencieux, et plein de pensées qu'elle n'arrivait pas encore à nommer. Le train arriva à Reims, en début d'après-midi. Camille descendit avec sa petite valise à roulettes et un sac en toile passé sur l'épaule. Elle n'avait averti personne, pas même sa mère. Elle marcha jusqu'à l'immeuble de son enfance, une résidence de 3 étages, légèrement défraîchie, avec des balcons remplis de plantes en pot et de linge suspendu. Quand elle frappa à la porte, sa mère mit quelques secondes à ouvrir. Elle fut surprise, puis inquiète. « Tu ne devais pas rentrer en juillet ?» Camille ne répondit pas. Elle entra. L'odeur du pot-au-feu la ramena brutalement à sa vie d'avant, à la normalité qu'elle ne reconnaissait plus. « Tu manges quelque chose? Tu as maigri !» Elle hocha la tête, s'assit à la table. Elle tremblait légèrement. « Maman, je suis enceinte !» Silence. Long, douloureux. Sa mère posa lentement la cuillère qu'elle tenait. « Est-ce que tu veux en parler ?» Camille raconta. Pas tout, pas les détails, mais assez pour que sa mère comprenne que quelque chose de grave s'était passé. Qu'il ne s'agissait pas d'un amour de passage, mais d'une histoire de pouvoir, de peur, d'isolement. Son père resta à l'écart les premiers jours. Il semblait ne pas savoir comment lui parler. Il passait devant elle dans le couloir, baissait les yeux. Mais un soir, il frappa doucement à sa porte. « Tu veux que je t'accompagne pour tes démarches ?» Camille fondit en larmes. Ce fut la première fois qu'elle sentit qu'elle n'était peut-être pas entièrement brisée. Les semaines suivantes furent floues. Elle s'inscrivit à l'hôpital, rencontra une assistante sociale, expliqua son parcours. À chaque rendez-vous, elle devait répéter l'histoire. Allemagne, travail non déclaré, absence de contrat, grossesse. Les regards changeaient à chaque fois. Certains compatissants, d'autres à peine dissimulant un jugement. Elle pensa à avorter, longtemps, puis décida de garder l'enfant. Ce n'était pas une décision politique ou religieuse. C'était viscéral. Peut-être un besoin de transformer la honte en présence, le vide en vie. Elle trouva un petit emploi administratif dans un centre de loisirs, peu payé, mais stable. Sa mère l'accompagnait parfois. Son père réparait un vieux lit bébé retrouvé au grenier. Un matin, alors qu'elle rangeait des papiers, elle reçut un message WhatsApp d'un numéro allemand. « Camille, c'est Marc. Je viens d'apprendre. Est-ce que tu peux m'appeler ?» Elle sentit son cœur se serrer. Elle fixa l'écran, la main tremblante. Puis, sans hésiter, elle bloqua le numéro. Camille accoucha un matin d'automne, dans une chambre à la lumière douce, entourée d'une sage-femme patiente et d'une infirmière qui lui tenait la main sans rien dire. Elle n'avait jamais connu une douleur pareille, ni une paix aussi étrange. Quand on lui posa sa fille sur la poitrine, elle ne pleura pas tout de suite. Elle resta silencieuse, le souffle court, à regarder ce petit être fragile qui respirait déjà mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle l'appela Lila, un prénom doux, simple, sans poids. Un prénom qu'elle aurait choisi pour elle-même si elle avait pu recommencer. La vie ne devint pas plus facile. Elle ne se transforma pas en conte de fées. Camille dut jongler entre les couches, les biberons, les rendez-vous administratifs et un travail à mi-temps.
Elle dormait peu, mangeait à peine, mais avançait. Sa mère l'aidait autant qu'elle pouvait. Son père construisit un petit berceau avec du bois récupéré, le même qu'il avait utilisé quand Camille était bébé. Il y avait encore des jours où elle se sentait sale, marquée, où elle évitait les miroirs, où le souvenir de l'appartement de Munich revenait par flash soudain, l'odeur du parquet ciré, le bruit de la machine à café, les phrases en allemand dans la rue, les regards de Marc. Mais ces souvenirs perdaient peu à peu leur pouvoir. Lila pleurait, puis riait, et avec chaque rire, quelque chose se recollait. Un soir, elle reçut un appel d'un journaliste local. Il préparait un dossier sur le travail non déclaré à l'étranger, et une assistante sociale lui avait parlé de son cas. Il voulait l'interviewer. Camille hésita. Elle pensa à Juliette, à Marc, à tout ce qu'elle devrait revivre si elle parlait. Mais elle pensa aussi à d'autres jeunes femmes, à celles qui, en ce moment même, répondaient à des annonces de familles sérieuses pour garder des enfants dans des pays qu'elle ne connaissait pas. Elle pensa à Lila, et à ce que signifie se taire. Elle accepta, à condition que son prénom ne soit pas mentionné. L'article parut 3 semaines plus tard. « Nounou à l'étranger, ce qu'on ne vous dit pas ». Un témoignage anonyme, mais fort, clair, brutal, vrai. Camille lut les commentaires. Certains doutaient, d'autres soutenaient. Une femme écrivit « Merci d'avoir dit ce que je n'ai jamais osé raconter ». Camille sourit. Un vrai sourire, cette fois. 1 an plus tard, dans un parc, elle poussa la balançoire de Lila sous un ciel d'été. Elle croisa le regard d'une autre mère, assise seule sur un banc, l'air fatigué. Camille lui adressa un signe de tête, un geste simple, mais chargé d'une reconnaissance silencieuse, parce qu'entre femmes, il y a parfois des histoires qu'on ne raconte pas, mais qu'on comprend au premier regard. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si elle vous a parlé d'une manière ou d'une autre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est votre soutien, à travers ce simple geste, qui me permet de continuer à partager ces récits vrais, intimes et souvent difficiles à entendre. Sans cela, je ne peux pas continuer à publier de nouvelles histoires chaque semaine. Merci pour votre écoute, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.